trois grands points et le programme et comment on va suivre les présentations. Premièrement, on aura les mots d'accueil des représentants de l'IUCN, de l'équipe des zones protégées et conservées de l'IUCN. Bien sûr, on aura les mots d'accueil. Après lui, on aura l'ouverture par les membres de l'ICA Consortium, qui est le Indigenous Community Conserved Areas, c'est-à-dire les zones conservées par les communautés autochtones. Et puis, après, on va suivre les représentants du ministère de l'Environnement et Développement durable de la RDC, qui sera ici représenté par M. Daniel. Et enfin, on aura les panels. Dans les panels, il y aura les cas d'études, par exemple, les pratiques d'efforts de conservation équitable et efficace par les peuples autochtones de la RDC. Ceci sera représenté par les membres de l'ANAPAC. L'ANAPAC, c'est l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire en RDC. Et ça sera par M. Alex Kapupu, par vidéo, bien sûr. Le deuxième cas d'étude, ça sera l'identification des zones candidats à MEC, c'est-à-dire les zones de conservation, les autres mesures de conservation par zone ou les OCM en Corée, et en utilisant les outils, bien sûr, qui ont été identifiés, les outils de l'IUCN ou de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ça sera par le professeur ou le docteur Hag Young-ho de Corée, et suivra aussi le cadre mondial de la biodiversité, soutien à la cible 3 en RDC, les activités en cours et les perspectives, qui sera présenté par Madame Gabrielle Munduku du bureau du GIZ en RDC. Et on aura les discours après du jeune professionnel et doctorant qui fait la recherche normalement sur les autres mesures de conservation par zone, M. Adrien Leitoro, c'est ça, je pense que j'ai bien prononcé. Et enfin, on aura des questions, des interventions des participants, et ça sera la fin du discours qui sera normalement fait par les représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la RDC. Voilà en bref, si on peut brosser juste ce que sera l'objet de ce webinaire aujourd'hui, et sans pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va inviter la représentante de l'IUCN qui va normalement nous donner les mots de bienvenue, Madame Jennifer. Voilà. Bienvenue, Madame, et bienvenue à tout le monde encore qui continue à se connecter. Thank you very much and welcome everyone. Thank you for joining our webinar today, Voices and Choices in Conservation for the 30 by 30 target and the role of other effective area-based conservation measures. My name is Jennifer Kelleher. I'm the lead for Governance, Equity and Rights here in Switzerland in the Protected and Conserved Areas team. And I'm standing in for Mr. James Hardcastle, who is the head of the Protected and Conserved Areas team, who sends his apologies that he couldn't be with us today because of some unforeseen travel, but also sends his good wishes for a successful webinar and has been following very closely the developments that we'll learn about today. So we always like to start our presentations on OECMs with the leading message. So OECMs are really a significant step forward for the recognition of areas that are delivering long-term conservation beyond protected areas. They're very much a category of areas that will complement protected areas, but advance the recognition of conservation outside of the protected areas estate. And of course, we all know here on the call the definition, but I will briefly revisit it today just to remind us of the core elements of OECMs. So as we all know, the parties to the Convention on Biological Diversity
recognizes this phenomenon that conservation outside protected areas is very much an occurring conservation areas, and we have these elements that describe to us what these look like. So of course these are areas that are not protected areas. They have to be governed and managed, but crucially, and really at the crux of this definition, is what we have highlighted in blue. So they have to achieve the positive, sustained long-term outcomes for conservation of biodiversity. And of course, this should happen with associated ecosystem functions and services and other kinds of values. And they might be cultural, spiritual, socioeconomic. And I think we'll hear about many of these other locally relevant values today. Now, the difference between protected areas and OECMs are quite nuanced, and very often when we hold webinars around OECMs, the first question we hear and respond to is, how are these areas different from protected areas? And of course, protected areas, the very traditional cornerstone of biodiversity conservation, are those areas that have a primary conservation objective. They have a specific core function to promote the long-term in situ conservation of biodiversity. Now, OECMs, on the other hand, achieve effective in situ conservation anyway, and that's regardless of any kind of primary management objective. So this really opens the door to a wide variety of governance and management areas that are conserving effectively, that could fall under this definition. Now, the target 3, which is guiding our webinar today and gives us our target, the area-based target, it tells us that by 2030, at least 30% of areas should be effectively conserved. And we're talking about the Earth's land and water, including freshwater and marine and coastal areas. And the target sees these systems of protected areas. So again, OECMs are very much complementary to the protected areas estate. And I've called out some key terms from the target that I believe are very relevant for us today as well. Again, we want to have this emphasis on effective conservation. We want to make sure that these areas are equitably governed. And this really opens up the doors to recognizing different types of conservation practices led by local communities, private actors, Indigenous peoples, and other kinds of traditional communities. And the target itself articulates specifically that we should recognize Indigenous and traditional territories. So it really widens the scope for recognizing a diverse range of conservation practices. The IUCN World Commission on Protected Areas has a mandate under the Convention of Biological Diversity to develop guidance, which they have done, and they have developed our guidelines on recognizing and reporting OECMs. We are now in the second iteration of the site level tool for identifying other effective area-based conservation measures, and we also have plenty of cases. So there's really an emphasis in IUCN on understanding OECMs on a case-by-case basis. And we're really pleased today to have a variety of these approaches being illustrated as we move through our webinar. But national action plans, which really is the subject of our webinar today, are the key to success. And in the guidance themselves, we have some steps on how we can take these national protocols. In some cases, we're calling them roadmaps. In others, we're talking about national dialogues. But in each country, we're seeing very effective roadmaps being mapped out towards 30 by 30. And this really starts with holding meetings amongst key rights holders and stakeholders to raise awareness about OECMs. And this is because we know conservation outside of the traditional conservation, let's say, community, such as protected areas, we're bringing in other sectors. So we're bringing in agriculture, water, other types of cultural heritage ministries. So bringing all of these sectors together is really critical, together with representatives of local communities, NGOs, private landowners, and Indigenous peoples.
A second major step that usually happens is that these groups of stakeholders and rights holders come together to develop a national assessment. And this can range from spatial assessment to understanding where the areas of high biodiversity values are, right through to understanding who the governance actors and management of those areas are as well, and how they're conserving nature effectively. This is usually followed by a training where we in IUCN and also with CBD, we provide trainings on the diversity of approaches to the different types of governance authorities and actors. So taking the IUCN guidance on the site level tool and beginning to work to identify OECMs. And this is an approach that we have supported in both the Republic of Korea and in the Democratic Republic of Congo, as you'll hear. And a really important point is that we're hoping to analyze the different types of support that OECMs need. So unlike protected areas that typically fall under the Ministry of Environment or protected area agencies with a mandated financial support, many of these areas may not have the same types of support. So this is a really critical step in our national protocol or national process, so that we can really determine what types of needs are required to maintain these areas over the long term, not just ahead to 2030, but beyond. So I'll finish by saying once again, thank you so much to our partners, to our donors, to GIZ for being here today and to taking us through these great examples. And I'll hand back to our moderator and wish you all a very wonderful webinar. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Jennifer. On rappelle qu'elle représente M. James Hardcastle, qui n'est pas avec nous à cause de quelques autres obligations. Et comme elle venait de finir le mot de bienvenue, nous avons tous remarqué qu'elle parlait au moins de comment nous allons reconnaître ces zones de conservation, des autres mesures de conservation au niveau national dans les pays, et comment on va reconnaître ces zones et documenter ces zones, bien sûr aussi comment on fait une évaluation au niveau national pour identifier ces zones, et aussi le système de financement qu'il faut pour ces zones, les autres mesures de conservation par exemple. Donc c'était juste une façon de montrer comment on peut les identifier, les reconnaître et les documenter, et aussi les financer dans un pays selon le contexte national de chaque pays. Voilà, avant de passer au deuxième intervenant, je vais rappeler aux participants ici qu'il y a aussi la traduction. Il y a des interprètes bien sûr qui sont, si vous ne vous sentez pas à l'aise en anglais ou en français, vous pouvez cliquer sur l'icône en bas. Vous allez voir l'icône interprétation, et vous cliquez là-bas et ça va vous faciliter et entrer dans la chambre où vous voulez pour l'interprétation. Voilà, on va bien sûr passer au deuxième intervenant qui va essayer de nous parler bien sûr c'est de l'ouverture, qui va faire l'ouverture, bien sûr, comme on l'a dit au début. C'est membre de l'ICA, Indigenous Community Conserved Area. Je ne sais pas si on peut passer directement au représentant du ministère de l'Environnement et Développement durable de la RDC, ou bien, ok, voilà. On prend le mot d'ouverture aussi des membres de l'ICA. Comme ça, on passera à Monsieur Daniel. Bienvenue. Mesdames et messieurs, nous tenons en tant que facilitateurs de peuples autochtones et pygmées, vous souhaitez le bienvenu dans cette réunion très enrichissante qui va nous aider en tout cas de partager avec vous quelques expériences en lien avec la conservation par les peuples autochtones et communautés locales. Donc la conservation de la biodiversité par les peuples autochtones et communautés locales
Je vous remercie et bon travail à tous. Merci. Voilà, c'était Monsieur Alex Kapoupou de ANAPAC, qui est membre de l'ICA, qui voulait vraiment être avec nous en nous souhaitant la bienvenue, surtout qui sont aussi on rappelle qu'ils sont dans l'atelier sur les 3 bassins à Brazzaville maintenant, c'est pourquoi ils ne sont pas fortement disponibles avec nous, mais nous les remercions pour ça et on va passer au représentant du ministère de l'Environnement et Développement durable de la RDC pour son mot de bienvenue. Voilà, bienvenue, Monsieur Daniel Mukoubi. Voilà, on ne sait pas si Monsieur Daniel est avec nous. Je vais demander à Madame Aïssa si elle a pu, bien sûr. Désolé pour ces retards. Voilà. On vient à peine de traverser à Brazzaville et c'est vraiment un peu difficile ici. La connexion a posé problème. J'ai essayé de me reconnecter plusieurs fois, mais il y a eu vraiment un sérieux souci. Bon, qu'à cela ne tienne, je ne vais pas vous prendre trop de temps. C'est en fait au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous sommes ici d'ailleurs avec monsieur le secrétaire général à l'environnement et développement durable. On essaie de se connecter ensemble, mais on n'a pas pu. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans cet échange d'expériences et cette restitution des résultats qui va nous ouvrir la porte aux voies et aux choix en conservation pour l'atteinte de l'objectif 30x30. Comme vous le savez, c'est l'objectif phare du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. Ce cadre, en fait, c'est un cadre stratégique qui va orienter toutes les actions qui seront menées en faveur de la biodiversité jusqu'en 2030. En tout cas, les scientifiques ont démontré que si l'humanité arrive à conserver 30% de ses écosystèmes terrestres et marins, on va résoudre un grand problème de réchauffement climatique, mais aussi de lutte contre l'érosion de la biodiversité. La République démocratique du Congo, fort de son grand potentiel en forêt et aussi en biodiversité, a rejoint rapidement la coalition de la haute ambition pour, n'est-ce pas, contribuer à cet effort mondial de conservation de la biodiversité et d'utilisation durable de ces éléments. La République démocratique du Congo tient en tout cas à remercier principalement tous ses partenaires, notamment la coopération allemande à travers le programme gestion durable de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts, GIZ, qui a donné un appui conséquent dans ce processus, mais aussi à l'Union internationale pour la conservation de la nature qui nous soutient et qui nous donne un appui, en tout cas technique considérable, pour que la RDC se positionne parmi les pays modèles pour l'atteinte de l'objectif 30x30. Nous remercions en tout cas tous les acteurs qui interviennent dans ce processus, notamment tous ceux qui ont contribué à participer au dialogue national organisé notamment avec l'ISN et à l'appui de la GIZ à Kinshasa et qui ont fourni quand même beaucoup de données. Nous remercions aussi le consultant, le professeur Héritier Milingue, qui a produit déjà le rapport intérimaire, un rapport riche et qui montre en tout cas beaucoup des initiatives qui contribuent à la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. Et nous pensons que ces échanges d'expériences, ces partages de connaissances vont nous permettre en tout cas d'avoir des voies et d'opérer des choix en termes de conservation. Beaucoup de gens se demandaient pourquoi est-ce qu'on
atteindre 30% de conservation de la biodiversité, alors qu'avec les objectifs d'Aichi, on n'a pas arrivé à atteindre les objectifs de 17%. En fait, il n'y a pas de grande différence entre les objectifs d'Aichi et les objectifs et la cible 3 du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal, parce que les objectifs d'Aichi visaient 10% et 17% plutôt des écosystèmes terrestres et 10% des écosystèmes marins, ce qui veut dire que les objectifs d'Aichi visaient 27%. Et aujourd'hui, le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal vise 30%, c'est-à-dire on a augmenté seulement de 3%. À nous de voir sur le plan technique, sur le plan politique, sur le plan stratégique, qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour arriver à remporter ce challenge au niveau mondial. Donc, pour cela, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes conditions d'écoute et des très bons moments de partage des connaissances. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Monsieur Daniel Mukubi qui représente le ministère de l'Environnement et Développement durable de la RDC, qui est aussi à Brazzaville. Bien sûr, vous comprenez qu'il y a le sommet sur les 3 bassins et beaucoup de partenaires sont là-bas maintenant et ont parfois des difficultés de se connecter, mais nous sommes vraiment contents de leur disponibilité. Et voilà que la conservation nous concerne tous. On est engagé pour, bien sûr, arriver à 30% qui est recommandé par le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. Et je pense qu'on va passer à l'étape maintenant des études de cas. À moins qu'il y ait quelque chose qu'on va signaler avant de commencer, bien sûr. S'il y a quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, comme on a dit, on va prendre les questions, les commentaires des participants après. C'est vraiment une étape qui est prévue pour ces webinaires. Mais on va alors sauter sur l'étude des cas, les panels. Et le premier étude des cas sera les pratiques des efforts, bien sûr, des conservations équitables et efficaces qui sont développés par les peuples autochtones en RDC. Et comme on a dit, ça sera par les membres de l'ANAPAC, l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire en RD Congo. Ce sera M. Alex Kapoupou. Et voilà, nous allons vous laisser suivre la vidéo préenregistrée pour voir comment les peuples autochtones de la RDC aussi s'impliquent dans la conservation normale de ces Je espaces. suis M. Alex Moneluata et je travaille au sein de l'ANAPAC RDC, qui est l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire du Congo. Une organisation basée en République démocratique du Congo avec de représentations au niveau de toutes les provinces de la RDC. Et à travers ces webinaires, je vais vous présenter de l'état des lieux de processus d'identification et promotion. Oui, on peut balancer. Balance l'écran. Les peuples autochtones pygmées ou les communautés autochtones pygmées sont une couche de la population qui se trouve régulièrement en République démocratique du Congo, qui ont fourni depuis les temps anciens de pratiques qui permettent réellement à conserver la biodiversité. Ces peuples, ils ont des connaissances endogènes et ces connaissances, en tout cas,
leur permettent de sauvegarder la nature, de sauvegarder l'écosystème, de sauvegarder aussi de nombreuses valeurs culturelles qui se trouvent réellement dans leur site qu'on appelle aires et territoires conservés par ces peuples. Alors, vous allez comprendre avec moi qu'il existe de nombreux lieux à la République démocratique du Congo qui sont très riches en biodiversité. Et dans ces lieux, qui sont très riches en biodiversité, on y trouve aussi l'identité culturelle des communautés. En tout cas, surtout dans les forêts de la République démocratique du Congo, ces forêts qui fournissent plus des habitats aux peuples autochtones, ces forêts fournissent des moyens de subsistance aux peuples autochtones, ces forêts de la RDC fournissent de médicaments aux peuples autochtones, ça fournit aussi de l'eau aux peuples autochtones et ces forêts, c'est un lieu, on peut dire ce sont des lieux, de milieux où on trouve vraiment des croyances autochtones en tout cas, parce que quand les forêts fournissent de l'habitat, les forêts fournissent des moyens de subsistance, les forêts fournissent des médicaments, donc il y a l'intérêt pour les peuples autochtones en tout cas de sauvegarder les forêts de la RDC, le vaste forêt de la RDC, et ils sauvegardent ça partant des règles et pratiques traditionnelles qu'ils sont en train de vivre, vécues même laissées par leurs ancêtres. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs aspects ou plusieurs éléments qui constituent, qu'on peut rencontrer dans cette forêt de peuples autochtones. Mais il y a des chenilles. Quand on parle par exemple en termes de substance, le moyen de substance, il y a des chenilles qui se trouvent dans ces forêts. Il y a en tout cas, la forêt congolaise donne aux communautés ou aux peuples autochtones beaucoup de richesses qui constituent en tout cas leur moyen de subsistance pour les communautés. Alors, les communautés, s'ils gardent ces forêts, s'ils protègent ces forêts, c'est par rapport aux éléments, c'est par rapport à l'intérêt que cette communauté trouve de la forêt. Voilà l'importance qui fait à ce que les peuples autochtones protègent toujours la biodiversité. Ils protègent toujours les éléments qui se trouvent dans leur forêt. C'est parce que cette forêt, c'est une valeur pour ces peuples. La forêt, c'est une valeur intrinsèque pour les peuples autochtones parce qu'elles fournissent beaucoup de choses dont ces peuples ont besoin. Et vous allez comprendre réellement que plusieurs activités sont organisées dans la forêt en termes de la tradition. Quand, par exemple, il y a des cérémonies culturelles qui existent, le peuple autochtone, en tout cas, ils se ressourcent dans la forêt parce que la forêt et les peuples autochtones constituent un lien étroit, un lien instable, un lien, en tout cas, l'intérêt de protéger la biodiversité des forêts. Les solutions à la crise de la diversité et à la crise climatique bénéficient aussi des contributions des peuples autochtones en tant que gardiens de la forêt. En tout cas, les peuples autochtones, quand ils contribuent d'une manière ou d'une autre à la protection de la biodiversité, quand ils contribuent à protéger cette biodiversité, c'est parce qu'il y a de l'intérêt que les peuples autochtones trouvent au-delà des moyens de subsistance, même en rapport avec leurs traditions, leurs coutumes ou leurs savoirs endogènes, qu'ils trouvent de l'importance qui
se trouvent dans les forêts. Alors, c'est dans ce sens-là que avec le peuple autochtone, on développé cette approche ici de promouvoir les aires et territoires conservés par ces peuples. Les APAC constituent en tout cas une valeur pour les communautés. Les APAC sont des territoires de vie. Les APAC sont des espaces qui sont localisés dans le millier des peuples autochtones. Donc les APAC constituent pour les peuples autochtones leur vie. Parce que ce sont des territoires qui sont habités par les peuples autochtones où il y a des pratiques traditionnelles qui, en tout cas, qui permettent à ce que le peuple autochtone protège durablement ces espaces. Et quand on parle des APAC, même partant de leurs caractéristiques, les aires et territoires, partant de leurs caractéristiques, où ils démontrent qu'il faut d'abord qu'il y ait un peuple autochtone ou une communauté locale qui a un lien intrinsèque avec la nature, avec son territoire, avec sa zone, avec ses ressources. Donc, quand il y a ces liens qui réellement existent, ces rapports qui existent entre le peuple autochtone, là, à ce moment-là, on répond à la première caractéristique qui est de l'attaque. La deuxième caractéristique, il faut que les peuples autochtones qui habitent dans ces territoires élaborent des règles traditionnelles qui permettent de sauvegarder durablement la richesse, de sauvegarder ou de gérer durablement leur territoire de vie. Donc, il y a des décisions qui sont prises par le peuple autochtone. Les décisions permettent ou contribuent à la protection de la biodiversité. Et la troisième caractéristique, c'est ces décisions qui sont prises, parce que les communautés ont un mode de gouvernance. Ils gouvernent, ils élaborent des règles, ils prennent des décisions sur les sites qu'ils conservent, partant des règles traditionnelles. Et puis ces décisions maintenant, pour répondre aux troisième caractéristique des APAC, ces décisions contribuent à la conservation de la biodiversité. Ces décisions contribuent à, comment dirais-je, à la protection de leur territoire de vie, comme nous l'avons dit. Alors, il y a maintenant des exemples typiques des APAC qui existent, des sites qui sont conservés durablement par les peuples autochtones actuellement qui existent en République démocratique du Congo sur base de l'ANAPAC. ANAPAC qui est l'organisation qui veut la promotion des APAC est parvenu maintenant à identifier ces différents sites qui sont conservés par les peuples autochtones, où les peuples autochtones prennent des décisions sur ces sites, et ces décisions contribuent en tout cas à la conservation de la biodiversité ou à la lutte contre la perte de la biodiversité. Et parmi ces sites actuellement que nous avons, il y a par exemple le site Apac Bongwalole qui est localisé en territoire d'Ingende, province de l'Équateur. Un terroir qui mesure actuellement 221 hectares en état de conservation avec des ressources naturelles durables et collectives pour le moyen de survie des communautés. Donc ça, c'est un site qui est actuellement localisé à Ingende. Il y a d'autres sites, par exemple, le site qui sont aux abords des aires protégées, par exemple, le parc national de la Lomami, actuellement. Il y a un site des peuples autochtones qu'on appelle le site Panga, qui est un site qui est un espace culturel de près de 500 hectares, en bon état de conservation, allié avec le rythme culturel locaux et le moyen de subsistance de survie durable. Donc, c'est un site, un espace sacré, un arbre qui se trouve régulièrement dans une grande forêt où les pratiques traditionnelles des peuples autochtones sont, en tout cas, permettent de conserver durablement ce site, parce que c'est un site de communication avec les ancêtres. C'est un site
il y a carrément communiquer avec les esprits, aller communiquer avec les ancêtres, et puis il y aura solution dans, dans le village. Et c'est avec ces sites. Allô? Alors, il y a d'autres sites, par exemple, qui photographient même d'intérêt communautaire. Et parmi les dons en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une base juridique qui protège réellement ces territoires de vie des communautés, hein, qui présentent réellement des menaces, hein, et puis ces menaces ont des impacts négatifs sur les communautés. Donc, si aujourd'hui réellement il y a de mécanismes de sécurisation de ces sites, cela pourrait en tout cas permettre à ce qu'en RDC, nous parlons vraiment des valeurs culturelles qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la conservation de la biodiversité. Quels sont les acquis du processus de promotion maintenant des APAC en RDC? Actuellement, avec ce processus, l'expérience des APAC, nous avons maintenant 25 sites qui sont identifiés en République démocratique du Congo. Parmi outre, il y a 10 qui sont cartographiés, mais dans le même site, il y a quand même des APAC qui ne sont pas cartographiés. Voilà. Donc, c'est un travail qui va montrer, qui va partir à démontrer maintenant les niveaux de conservation ou les niveaux des sites qui sont conservés par les peuples autochtones. Donc, il faut partir réellement à cartographier. C'est ça le travail que nous sommes en train de mener avec les cœurs paternels pour parvenir à montrer un petit peu les autres efficaces de conservation que nous disons, les AMC. Ce sont des attaques et qui ont quand même, qui peuvent contribuer aujourd'hui à atteindre les 30%, les 30 x 30 que tous les pays se sont engagés. Voilà. Il n'y a pas là où les États peuvent courir sans pour autant passer par les APAC. En tout cas, c'est une opportunité et cette opportunité doit être capitalisée. Maintenant, quelles sont les perspectives et opportunités de reconnaissance des APAC en République démocratique du Congo? En tout cas, parmi les opportunités, il y a le cadre mondial de la biodiversité en son cible 3 qui reconnaissent aussi les autres, comment dirais-je, les efforts des peuples autochtones dans la conservation de la biodiversité qui doivent être capitalisés. Il y a aussi la loi numéro 14 relative à la conservation de la nature qui montre aussi que le savoir que les communautés détiennent dans le cadre de la conservation de la biodiversité aussi doivent être en tout cas reconnus en République démocratique du Congo. Il y a la loi numéro 022/030 sur les peuples autochtones qui, en tout cas, dans cette loi, montre comment le peuple congolais peut parvenir à s'imprégner de cette discussion. Les terres qui sont traditionnellement conservées par les peuples autochtones, comment l'État congolais a donné une importance vis-à-vis des terres, même si aujourd'hui nous n'avons pas vraiment une mesure d'application pour atténuer, pour comment dirais-je, argumenter ou pour donner des sens à cette loi sur la promotion et la protection des peuples autochtones en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est sur base de ces éléments très capitaux qui montrent que réellement la promotion des APAC en République démocratique du Congo, c'est une réalité que, avec les exemples types des différents sites APAC que nous avons, 25 sites APAC que nous avons déjà identifiés aujourd'hui, sont des exemples types qui montrent notre contribution que l'État congolais ou les États peuvent en tout cas, comment dirais-je, capitaliser dans le cadre
de répondre aux objectifs 30 x 30. En tout cas, les efforts des peuples autochtones dans la conservation de la biodiversité, c'est un élément important que nous devons intégrer. Je dis et je vous remercie pour votre attention manifestée. Voilà. En tout cas, nous disons merci beaucoup à M. Alex Mweneluata, qui vraiment a brossé un peu sur le travail que son association ANAPAC, qui est membre du consortium ICA, est en train de faire en RDC. Et pour rappel, on va juste montrer que, vu l'importance de ces zones-là de conservation, ces zones à Pâques, l'ICN, normalement avec les partenaires, la GIZ, le ministère de l'Environnement de la RDC, et plusieurs autres partenaires, les scientifiques, les universités, ainsi de suite, ont organisé les dialogues nationaux qui s'étaient tenus à Kinshasa en mai cette année, qui était normalement dirigé par Madame Aïssa Traoré, qui est chargée de programmes dans ce programme des aires protégées et conservées des IUCN. Vraiment, c'était un moment où tous les acteurs sont venus sur la table, normalement, pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour reconnaître d'autres zones. Et voilà que l'étude est en cours. L'étude qui s'est réalisée par le docteur Héritier. Vraiment, nous disons merci pour le temps qu'il est en train de mettre pour que ces rapports soient finalisés, pour montrer d'autres zones qui ne sont pas encore identifiées. Et voilà qu'il a montré aussi les défis que ces zones, auxquels ces zones sont confrontées en RDC, dont il n'y a pas de reconnaissance parfois. Il y a des titres, les statuts qui deviennent un peu controversé. Donc, il y a beaucoup de paramètres liés à ça, mais nous savons que les partenaires sont en train de se mettre vraiment ensemble pour pallier, pour chercher des solutions à cela. Voilà, en bref, c'était ça, la présentation de M. Alex. On va passer au deuxième intervenant, mais les questions viendront après. C'est M. Hag Young Heo du parc qui est du Corée, bien sûr, qui va aussi nous parler, nous donner l'étude des cas du parc en Corée. Et les questions, comme on a dit, les commentaires viendront après. Et on rappelle que lui, il parle anglais. Et sentez-vous à l'aise d'échanger et pour aller dans la fenêtre où on parle le français, où on va traduire pour vous. Comme ça sera à l'aise et facile d'écouter son message. Merci beaucoup. Et bienvenue au Dr Hag. Hi, everyone. So I'm Hak Young, so working for Korean National Park Research Institute. And I'm taking charge of policy development on the protected areas and other conservation areas. So first of all, thank you for having me. I'm pleased to join this webinars. I'm going to briefly introduce our approaches to identify OECMs in Korea. So next. Let's start with the research overview. Next. Next. Yeah, so in order to achieve the new global biodiversity target, I mean the 30 by 30 targets, so we started to identify the potential OECMs in Korea. So under the IUCN Framework Partnership Program. So this study aims to develop national strategy, so national in-situ conservation system in connection with the protected areas and OECMs. So this slide shows the organizational chart. So on behalf of Minister of Environment, Korean National Park Service will lead this project. So and in cooperation with other experts, various experts and stakeholders. The name is Korea Protected Area Forum. So originally established in 2006, but last year we expanded the members, and so they provide some consultation service
on the how to identify OECMs, etc. Next slide. So last year we had our pro meetings. So during this meeting we had the review the current status, the protected area status, and we had our chance to capacity building on the OECM. So we have a chance to get familiar with the OECM concept and then review the potential types of OECMs in Korea. And we discussed a lot to how to identify the potential OECMs in Korean context with reflecting Korean context. The next slide, please. So this year, we expanded the expert forums. So we invited more representatives from the stakeholders. So the totally 37 members. So we discussed on the national target, 30 by 30 target, we suggest some separate target on focusing on the OECMs. And we discussed the K-OECM toolkits. And then next Tuesday, we will have a third meeting of the forum. So we will discuss the roadmap to achieve 30 by 30 targets. Next slide. So now I briefly introduce the interim result of our study. Next slide. The Korean National Park Service and the National Protected Area Forum developed the K-OECM Toolkit version 1.2 with reflecting the Korean context based on global standard, I mean the IUCN toolkit. So we developed the Korean terminology of our OECMs through the survey. The name is Nature Coexistence Areas. We reached this consensus to use Korean terminology rather than simple translation words. The aim is to increase the friendly perception from public persons and the acceptability of various stakeholders, and to reduce the concerns on the regulations. Next slide. And we pointed out key consideration points for identifying OECMs in Korea. The first one is setting up the criteria aligned with global standards. So we just simplified it to implement in Korean context. And second one is to establish a broad participation network of various stakeholders. It could be provided the lot of communication platform. Third one is to consider voluntary certification systems, so based on voluntary participation and self-regulation oriented. The fourth is consider supporting systems and policies to enhance long-term outcomes. And fifth, review the various aspects, including surrounding areas. I mean, including the biodiversity value and ecosystem function and service and other social and ecological value, etc. And six is in early stage is the government to lead the identification process and broadly spread out. And seventh, to establish the integrated database to facilitate information building and sharing and management. And last one is promote the establishment of integrated national in-situ conservation system linked with protected areas and OECM system. And next slide. So as you can see, mostly we follow the IUCN toolkit, just simply implementing it in Korean context. So we're setting up the screening criteria, simplify it as a 4 criteria for screening process. And the identifying process is the same. The first preparation stage is to collect some basic information to help the decision making. And first step is the screening process, so using the 4 criteria. And second step is getting consensus, and third step is to detail assessment and the reporting. I mean the site level assessment and reporting using further additional 2 criteria. So the effective and sustainable governance and management and the long-term conservation outcome. Next slide.
So using this criteria, we try to screening potential OECMs. The first group is area subject to restriction. I mean, the kinds of the regulation on land use for various reasons under Beijing law on land use regulation. So about 240 areas or districts described in this law. So such as development restricted zone known as the Greenbelt, natural recreation area, military base or military facility protection area, natural recreation forest, proportion of national arboretum, and uninhabited island, etc. The second group is the areas to conservation agreement or customary management site or other effective means, such as the conservation asset or conservation agreement site managed by the National Trust, or to some project sites of the payment of ecosystem service, and religious sacred place or sacred forest or academic forest, or the corporate, community, private owned areas, etc. And third group is some sites within the Korea Protected Area Database. Some site might be rearranged to OECMs rather than protected areas, according to the global definition. So, next slide. This slide shows some potential types of OECMs in Korea based on the expert perceptions. So the bold letter is that got some high score value. So the development restriction zone, conservation property under the National Trust site, conservation agreement site, and academic forest, natural recreation forest, temple forest, the proportion of World Heritage Sites, and proportion of a biosphere reserve, and some TMZ and natural important agricultural heritage sites, and then environment, ecosystem management zone, and research and education conservation zone, according to Marine Spatial Plan, and so on. Next slide. We carried out some site level exercise using the IUCN OECM screening tool. So this one is a rice paddy for plains located in Cheonan. So this site, this site, National Nature Trust purchased this site through the financial support of the LAM Research Korea and managed it as trusted assets. So the actual critical management covered by the Cheonan Plain Protection Association is mainly composed of the local communities. They're commissioned by National Nature Trust. Next slide. This is a rice paddy for plains. And next slide. Next. During the field mission, we discussed the possibility to be OECMs with the local stakeholders. This is the future plan. So nowadays we review the 5 candidate sites of OECMs. So we collected some data and constructed the database to listing the WD OECMs, and we try to collect the GIS database, available GIS data, about 30 types of potential OECMs. And the next year we will elaborate the K-OECM toolkit version 2.0, and then we implementing it for further listing of the various OECMs. And we willing to develop some national registration system of OECMs. So we want to get the integrated database system on OECMs. So I'm working on the developed national strategy to achieve 30 by 30 targets in nationally. So I hope that this OECM works well embedded into national strategy and MBSAB as well. Thank you very much.
Thank Oui, you. merci beaucoup. Voilà. C'était le docteur Hag Yang Ho qui nous parlait de comment on fait pour identifier normalement les autres mesures de conservation par zone en Corée. C'était un cas d'étude de Corée, comment ils font pour identifier ces zones. Et je pense il a été clair qu'il faut quelques critères, bien sûr, pour savoir que cette zone ici, c'est une AMEC, comme on le dit, à autre mesure de conservation par zone, ou c'est OCM. Ça ne doit pas être, bien sûr, comme vous le savez, une aire protégée, ça doit être un espace bien géographique, bien défini, avec une gouvernance bien propre aussi, qui a des valeurs de biodiversité. Voilà, c'était ça. Au fait, quelques critères, je pense le docteur Héritier qui est avec nous vraiment a bien capté quelque chose par rapport à ça et qui va aussi apprendre de Corée comment c'est fait. Mais ceci dépend de chaque pays. Chaque pays a sa façon de le faire, c'est en se basant sur les réalités de leur propre pays, mais ne s'écartant pas des standards qui sont fixés au niveau mondial. Voilà, c'est ça. Bref, nous disons merci, docteur, pour cette présentation. Et on va passer normalement à l'autre présentateur. Je pense que c'est monsieur, donc c'est madame Gabrielle Munduku de GIZ qui va bien sûr nous parler du cadre mondial de la biodiversité et soutien à la cible 3 en RDC, donc les activités en cours et les perspectives. Voilà, après ça, on aura les docteurs et les jeunes chercheurs qui va aussi nous parler des OCM et enfin des questions des intervenants et, et aussi des interventions, bien sûr. Voilà, Madame Gabrielle, bienvenue, surtout à tous ceux qui sont en ligne. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous voyez le premier slide? Oui, il y a le premier slide, appui du BGF Ok, à la biodiversité. Voilà, c'est bien ok, clair. j'active ma vidéo aussi. Ok, bonjour tout le monde. Comme l'a dit le modérateur, je m'appelle Gabrielle Munduku. Je suis conseillère technique au sein du programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts. Je prends la parole ici au nom et à la place de notre conseiller technique qui est malheureusement empêché. Donc, notre présentation de ce jour va porter sur l'appui de notre programme à la biodiversité. Je vais essayer de vous brosser les différentes réalisations, les défis liés à ça, ainsi que les différentes perspectives du point de vue de la GIZ. Et dans ce sens, je n'arrive pas. Un instant. Voilà. Dans ce sens, ma présentation sera assez courte. Nous avons prévu de parler, de vous présenter la phase 2 de notre programme, parce que les programmes de la GIZ sont toujours implémentés en termes de plusieurs phases. Je vais essayer de revenir brièvement sur les différentes réalisations en lien avec la biodiversité, et ça pendant la période qui couvre l'année 2022 et 2023. Et enfin, on va entrer un peu plus précisément dans la matière en vous montrant ce que le BGF fait pour contribuer à l'objectif 30-30. Et enfin, un slide qui va vous présenter les leçons apprises, les contraintes et les différentes perspectives. Alors, la contribution de l'Allemagne au secteur de l'environnement, environnement parlant entendez forêt, biodiversité, se traduit principalement par la mise en œuvre du programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts. Un programme qui est planifié dans cette phase pour être mis en œuvre pendant 6 années. Donc, la présente phase a commencé en avril 2020 et se poursuivra jusqu'au mois de mai 2026. Notre principal partenaire d'ancrage étatique, c'est le ministère de l'Environnement et Développement durable. Nous travaillons également avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature et
Nous avons été commandités par le ministère fédéral de la coopération économique du développement, en sigle BMZ, qui nous a confié la mise en œuvre de ce programme. Alors, notre objectif global doit contribuer principalement, comme le dit le titre du projet, au maintien de la biodiversité, à la gestion durable des forêts. Et en ce sens, nous visons que les ressources forestières, agricoles, les ressources qui proviennent des pâturages, de la biodiversité de certaines zones de la province du Maniema, y compris les zones limitrophes des 2 parcs nationaux de Lomami et du Kahuzi-Biega, soient valorisées de manière durable et en tenant compte du respect des droits de l'homme, et tout cela au profit des populations riveraines. Alors, comme le dit déjà et le sous-entend notre objectif global, nos zones d'intervention sont Kinshasa, où on fait de l'appui institutionnel à nos 2 partenaires étatiques principalement. Et la mise en œuvre pratique comme telle se fait au Sud Kivu et au Maniema et au niveau de 6 entités territoriales décentralisées qui sont riveraines aux 2 parcs précédemment cités. Voilà. Et nos groupes cibles, ce sont bien sûr les populations rurales dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, nous avons 6 principales thématiques sur lesquelles nous travaillons, mais celles qui vont concerner cette présentation sont principalement les 2 thématiques aux résultats 1 et 2. Le premier résultat qui vise un travail au niveau institutionnel pour améliorer les conditions cadres qui permettent la mise en œuvre de nos autres résultats. Vous voyez par là la législation, les stratégies, les réglementations. Et le deuxième résultat, qui lui est plus mis en œuvre au niveau du terrain, c'est l'amélioration de la planification et de la gouvernance au niveau local. Je ne vais pas parler des 4 autres résultats qui sont un peu plus spécifiques et qui visent l'utilisation durable des ressources tant forestières que celles issues de la biodiversité ainsi que leur valorisation. Alors, en termes de réalisation en lien avec la biodiversité pour la période de 2022 à 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces réalisations concernent principalement nos 2 premiers résultats ou outputs, celui qui vise l'amélioration des conditions de cadre et l'autre qui vise l'amélioration de la gouvernance et de la planification au niveau local. Alors, en termes d'indicateurs et à différents niveaux de mise en œuvre de notre programme, pour l'output 1, il nous est demandé de renseigner l'indicateur qui nous demande de mettre en place 3 mécanismes de gestion des plaintes dans nos 2 parcs de prédilection, c'est-à-dire que on a le parc national de Kahuzi-Biega et le parc national de Lomami. Au niveau de l'amélioration des conditions cadres proprement dites, des textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous devons au moins travailler avec nos partenaires pour arriver à avoir 6 textes réglementaires thématiques élaborés pour faciliter la mise en œuvre, l'application des lois forestières, mais aussi des lois qui ont trait à la conservation et à l'environnement. Et nous avons un autre indicateur aussi qui, lui, est qui touche purement au renforcement des capacités. Pour atteindre cette amélioration des conditions cadres, on a jugé bon aussi d'appuyer l'Institut congolais pour la conservation de la nature dans la formation, le renforcement des capacités de leurs agents, de leurs gestionnaires des aires protégées. Donc, il y a tout un cursus composé de 15 modules qui a été mis en place et nous visons à former 50 personnes. Et parmi ces 50 personnes, il faut qu'il y ait 10% qui soient constitués de femmes et qui déclarent par la suite qu'ils sont satisfaits du renforcement des capacités que nous leur avons données. Alors, au niveau du résultat 2, qui vise l'amélioration de la gouvernance et de la planification au niveau local, nos indicateurs visent à ce que dans les zones d'intervention, on augmente la superficie des paysages qui doivent être gérés durablement et de manière participative, et cela jusqu'à la hauteur de 399 325 hectares. Et nous devons aussi faire en sorte que 5 APAC situés autour de nos 2 parcs nationaux soient mis en place, soient accompagnés et qu'à cette suite, ils puissent présenter 3 caractéristiques typiques d'une structure de gouvernance, c'est-à-dire qu'ils soient bien organisés en termes de planification, en termes de gestion, en termes de réglementation et de fonctionnement. Alors maintenant, à ce stade, qu'est-ce que nous avons pu réaliser avec nos partenaires? Au niveau de l'output 1 qui vise l'amélioration des conditions cadres, il y a un mécanisme de gestion des plaintes qui est en cours d'installation au niveau du parc national de la Lomami.
On doit préciser ici que ce mécanisme est en cours d'installation, mais qu'au niveau national, des directives ont été mises en place au travers d'un guide qui permet aux différentes aires protégées de suivre un processus bien détaillé pour la mise en place de ces mécanismes. Alors, en ce qui concerne les textes réglementaires, où il nous était demandé d'au moins appuyer l'élaboration de 6 textes, nous en avons 12 que nous avons pu élaborer avec nos partenaires. Donc, parmi les textes, ne voyez pas seulement les textes légaux, il y a aussi des guides opérationnels, des stratégies, et la plupart sont soit en cours de finalisation, soit en train d'attendre une validation finale. La formation dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui cible les gestionnaires des aires protégées a bien commencé. Nous avons 2 cohortes de 25 participants qui ont été identifiés et sélectionnés de manière participative avec les CCN et dont la formation est en cours. Nous avons aussi contribué à la participation active de la RDC. Comme l'a dit M. Moukoubi tout à l'heure, le souci, c'est que la RDC se positionne comme étant un pays modèle en matière de préservation et conservation de la biodiversité. Et nous avons aussi financé une étude pour l'identification de potentiels AMCE à accompagner. Concernant l'output 2 qui cible l'amélioration de la gouvernance locale, au niveau du Sud Kivu et du Maniema, en termes d'agroforesterie, il y a 4034 hectares qui ont pu être plantés, aussi bien au Sud Kivu qu'au Maniema. Donc ça, c'est une sommation. En termes de contribution à la restauration de certains paysages forestiers, 674 hectares, donc 808 800 arbres ont pu être plantés. Et en termes de terres qui étaient déboisées, 2470 hectares ont pu être replantés. Par rapport aux autres mesures efficaces de conservation, au niveau du Maniema, maintenant nous sommes au niveau de 8 concessions des forêts de communautés locales qui ont pu être octroyées de manière officielle aux communautés locales et 4 APAC qui ont été identifiées. Et cela représente à peu près des surfaces supérieures à 220 000 hectares et à 20 000 hectares. Nous avons aussi 9 plans de développement locaux qui ont été élaborés pour nos 6 entités territoriales décentralisées dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans la province de la Chuapa, de l'Équateur et de la province orientale, là où nous travaillons, nous avons notre projet RECOF qui, lui, a identifié 385 000 km² de forêts qui sont censés être gérés durablement à la fin de ce projet. Alors, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne la cible 30-30, le BGF a contribué fortement à la mobilisation des parties prenantes, aussi bien étatiques que de la société civile, pour prendre part à l'élaboration du nouveau cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, excusez-moi. Et ainsi, lors de la COP 14 à Sharm el-Sheikh, la RDC a pu marquer sa participation par 2 side events et le dernier était à Kunming-Montréal, lors de la COP 15 de Kunming-Montréal à Montréal. Alors, nous avons aussi financé une étude d'interprétation des directives internationales sur les autres mesures de conservation efficaces et au travers de cette étude, il y a des zones potentielles qui ont été identifiées et qui pourraient être très intéressantes pour être transformées et être mises au compte de ces différentes mesures. Nous avons aussi établi un grant, une subvention à l'UICN pour accompagner la RDC dans ce processus. Et au travers de ça, il y a 4 AMCE qui ont été identifiés pour être accompagnés, 10 Eagles qui sont formés et une stratégie nationale sur les AMEC qui est en cours d'élaboration. Alors, en ce qui concerne les différentes leçons, contraintes et perspectives, nous avons essayé de résumer ça assez simplement. Donc, pour nous, hein, au fur et à mesure, on s'est aperçu que quand on appuie la conservation de la biodiversité, automatiquement, on appuie le développement de la RDC et la prise en compte des droits des populations locales et des populations autochtones. La deuxième leçon est que la conservation de la biodiversité à travers les aires protégées ne peut pas suffire, mais que les autres mesures efficaces de conservation dans lesquelles nous plaçons les CFCL ainsi que les APAC et les autres types de concessions privées sont censées permettre à la RDC d'atteindre cette cible 30-30 en augmentant les superficies mises sous protection.
Et l'autre contrainte principale qui nous a aussi ralenti dans nos efforts, c'est qu'on a constaté que pour ces processus qui sont pourtant très importants d'un point de vue national, il y a certains partenaires qui pourtant sont incontournables, présentent une faible appropriation de ces processus et ça ralentit vraiment les avancées. Et en termes de processus, nous visons le renforcement de l'opérationnalisation de plusieurs thématiques au sein du programme et ce sont des thématiques qui sont en lien avec la biodiversité. Donc, toutes les thématiques en lien avec les aires protégées, par exemple la mise en valeur, la préservation des services écosystémiques. Nous avons tout ce qui concerne les autres mesures de conservation efficaces, poursuivre tout ce que nous faisons en termes de mise en place et accompagnement des communautés locales dans l'octroi des concessions forestières des communautés locales, le processus de restauration des paysages forestiers dans nos 2 provinces d'intervention et aussi la thématique One Health, qui est une thématique qui vient de débuter au sein de notre programme, et aussi les paiements pour les services environnementaux. Et nous voulons aussi impliquer plus d'acteurs et harmoniser les approches pour une mutualisation, excusez-moi, des efforts. Je pense que c'est tout. Voilà, merci de votre aimable attention. Bon, je vous signale que mes autres collègues du programme qui sont plus impliqués dans la mise en œuvre sont aussi présents à ce webinaire et pourront aussi me compléter lors de la séance de questions et réponses. Merci de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup, Madame Gabrielle, pour la présentation. En tout cas, c'est vrai, on sent qu'il y a une forte présence de la GIZ. On voit M. Arcel Bamba qui est aussi parmi nous. Bienvenue à tout le monde et surtout, merci pour les interventions que vous êtes en train de faire à travers les projets BGF. Et voilà, il y a beaucoup de défis encore, comme vous avez dit, la non-appropriation de par certains partenaires clés que vous pensez, il y a des perspectives. Vous comptez renforcer toujours l'opérationnalisation de plusieurs thématiques sur le terrain et le soutien que vous ne cessez d'accorder à plusieurs partenaires, dont aussi la IUCN pour la mise en place ou l'identification des AMEC en RDC, mais aussi la formation des Eagles, qui sont les experts de la liste verte des IUCN. En tout cas, merci beaucoup pour les efforts et je pense que, comme Madame Aïssa Traoré l'a bien souligné dans le chat, que vous pouvez aussi laisser les questions déjà dans le chat, comme ça, après les derniers intervenants, ça sera l'occasion de répondre à toutes les questions. Voilà, après cela, nous allons passer directement au dernier intervenant maintenant, avant qu'on prenne les questions et les réponses des participants. C'est le cofondateur de NAPO et c'est un chercheur ou doctorat sur les OCM ou les autres mesures de conservation par zone, les AMEC. C'est M. Adrian Leitero. On va l'accueillir et voilà, bienvenue. Thank you very much. I'll just share my screen here. Perfect. Please confirm if you can see my screen. Yes, we can see your screen. Merci beaucoup. Et pour ceux qui parlent à français seulement, ils peuvent seulement aller dans l'interprétation. Voilà. Bien, welcome, Adrian. We can see your screen and you are clear. Okay, thank you, everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. My name is Adrian Leitoro, and I'm going to be presenting on shifting action from conventional conservation systems to sustainable cultural and spiritual practices. So a bit about myself. My name is Leitoro Adrian. I am the co-founder of Nature and People as One. Nature and People as One is a grassroots organization found in Northern Kenya. We're working on inclusive governance, restoration, and conservation within the dryland forest ecosystems of Northern Kenya.
These areas are home to the indigenous Rendile and Samburu communities, who are pastoralist communities and move around with their livestock. These areas are also rich in biodiversity, home to endangered species such as the gravy zebra, the Besa oryx, the reticulated giraffe, the African elephant, among other key species. A bit about myself, I actually grew up in protected areas, national parks in Kenya. My father and my mother worked for the Kenya Wildlife Service. So I had the privilege of growing up in some of the major national parks in Kenya, such as the Tsavo East National Park. Both of them were in different fields in the conservation sector. One was in wildlife security, and the other was in community-based conservation. So I got a bit of both school of thoughts. And I am now, most of my adult life has been spent working with communities up in Northern Kenya to enhance conservation. So my research, my master's research is based on OECMs and the opportunities and challenges that are presented with its implementation in Kenya. Kenya has not reported any OECMs, and so I'll go into why do we need a shift, right? So we have, of course, we have the protected areas, we have community conservation areas, but we're still facing the threat of extinction. 1 million plant and animal species are still threatened with extinction. This is according to the IPBES, IPBES, PBES. We also know that 80% of the remaining biodiversity is found in territories managed by indigenous people and local communities. So this is a clear demonstration of that. Yes, we need a shift, but also the solutions that exist, the solutions are there. We just need to recognize these solutions. So what would the shift achieve? What would we be looking to achieve with the shift? So one is we need to make conservation more inclusive, right? So as was mentioned previously, we know that diverse governance and management systems are already contributing to the in situ conservation of biodiversity. And this may not even be the primary reason primary reasons why these governance structures exist. But the secondary there's still huge conservation of biodiversity. Number two is we need to expand our conservation estates. And we're at that point where we can't increase our protected area coverage because of course, the history of protected areas, but also there is other areas. There's recognition that there are other areas that may be contributing to conservation, but have not been recognized. And this is where OECMs come in. So an example in Kenya, 70% of Kenya's wildlife is found outside of protected areas. So this was a research done by the Kenya Wildlife Conservancy Association. And this 70% is actually found within the rangelands, which is where the pastoralists, so the nomadic communities actually operate. So for us at NAPO, we came up with the Hada Conservation Initiative, mainly recognizing based off of the fact that 70% of this wildlife is outside conservation areas, and these conservation areas are in pastoralist landscapes. So Hadas have always been viewed as not good for conservation and have always been excluded from conservation objectives and conservation planning. So for us, it's bringing these Hadas into conservation because they have a deep understanding of the landscape and they cover hundreds of kilometers every year. So there's no one who understands these landscapes better than the Hadas. Second, landscapes are getting fragmented. This is because of competing land uses. So there's different land uses that are coming up that are reducing the space for conservation.
pastoralism is one of those conservation-friendly land uses, and really it needs a huge range for pastoralists to operate. And so this is one of the reasons why we're targeting herders. If we maintain this and support this lifestyle, then we have more areas for conservation, but also more areas for pastoralism, which is beneficial to both nature and people. So what are some of the challenges that we face in terms of implementing OECMs? Of course, we have target 3, which requires governments or parties to report 30% coverage by 2030. So this could actually lead to governments actually identifying, rushing to identify OECMs and leading to the case-old scenario of violation of land rights, non-involvement of communities, and ultimately also it may lead to a funding shift away from protected areas. So we need funding definitely for OECMs, but we still need protected areas to work together with OECMs to ensure the effective and equitable conservation of biodiversity. The third is there could be a burden, the burden of reporting OECMs, because ideally OECMs, indigenous people should be able to self-report and decide on whether these areas should be classified as OECMs. So the burden of reporting the outcomes of OECMs may be left to indigenous people, and this may be an extra burden on these communities who may not be able to effectively use the conventional metrics to report on biodiversity outcomes. So some key takeaways from OECMs from this discussion is OECMs are probably the best tool that we have right now into supporting lands owned and managed by indigenous people, but we have to do it in a methodological and not in a rushed way. Our governments have to be careful in how they move with this process, because there's a high risk of repeating the same mistakes we've had over the years. Secondly, I still maintain protected areas still have a huge role to play in ensuring in situ conservation of biodiversity, but they are not enough. And we still need to find ways to enhance the effectiveness and equity in the management and utilization of these landscapes in order for us to have effective and equitable biodiversity conservation, but also to meet the targets under the target 3 of the GBF, the Global Biodiversity Framework. Thank you very much, and looking forward to any questions that you may have. Thank you so much. Mr. Adrian, for your bright presentation. Merci beaucoup pour votre présentation, Adrian. En tout cas, c'est édifiant et ça montre déjà les cas de l'étude qu'il est en train de mener au Kenya sur les OCM. Et voilà que c'est un sujet où il ne faut pas y aller vraiment trop vite. C'est ça ce qu'il recommande, parce que et pourquoi il faut y penser. Il a montré que beaucoup d'espèces, autour de 10 millions d'espèces, sont en train de périr, et aussi l'espace où il y a beaucoup de la biodiversité, c'est l'espace occupé par les peuples autochtones. Donc, il faut beaucoup d'attention. Alors, il a montré qu'il faut un changement. Il faut virer. Pourquoi? Parce qu'il faut une conservation inclusive ou qui, normalement, inclut tout le monde, et aussi, c'est aussi une façon d'étendre les espaces de conservation, vraiment ces changements là-bas. Et lui, il montre que 70% de la biodiversité, les espèces au Kenya sont hors des espaces protégés. Donc, il faut vraiment penser aux OCM pour étendre
parcs, les aires protégées. Mais il a montré quelques défis. Voilà, les défis par rapport aux OCM ou les AMEC, les autres mesures de conservation, c'est que si vous y allez trop vite, vous prenez les espaces parce que vous avez vu les espèces sur l'espace, vous risquez de commettre la violation des droits de l'homme, mais aussi il y a les financements qui vont quitter les aires protégées reconnues et qui vont être orientés vers les OCM. Ça sera aussi un autre défi, un problème. Et puis, il y a les fardeaux de faire, bien sûr, la cartographie ou la documentation de ces zones-là. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de zones, ça demande beaucoup de travail. Donc, c'est ça, en bref, c'est que Adrienne a essayé un peu de nous montrer. Et nous disons encore une fois merci beaucoup à lui et merci à tous ceux qui sont en ligne maintenant. Et comme on le disait, c'est le moment où on va passer aux questions. Peut-être avant qu'on y aille, je ne sais pas si Madame Aïssa, s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à cela, ou Emma, si vous avez quelque chose, je ne sais pas, mais s'il y en a en tout cas, on va toujours prendre ça, mais on va passer aux questions et réponses. Quelques questions sont déjà dans le chat et c'est déjà un aspect positif et on va prendre d'autres questions. Vous allez poser vos questions. Vous allez bien sûr identifier les panélistes à qui vous adressez votre question et comme ça, il saura comment il va répondre et satisfaire à votre préoccupation. Je pense que je vais, si vous permettez, je vais lire quelques questions dans le chat. J'ai vu qu'il y a la question adressée au professeur Tag, qui est de Corée, qui a présenté sur les cas d'études de Corée. C'est le professeur Gérard Imani qui a posé la question, bien sûr. Je vais lire la question. Et il a dit pour la Corée, existe-t-il un cadre national de conservation de ces aires protégées? Et cela tient-il compte des particularités de chaque catégorie des AMEC ou des OCM ou la politique est globale? Voilà. Je veux savoir s'il y a une politique globale où il y a quelque chose de spécifique en Corée, un cadre national pour la Corée où ils tiennent, où ils marchent selon la politique qui est globale des zones de conservation des zones AMEC identifiées. Je ne sais pas si la question, normalement, le professeur, lui, le docteur, il parle anglais, mais je pense que la question a été bien transférée au docteur. Voilà, si on peut répondre d'abord à cette question, il y a aussi l'autre question qui a été adressée à M. Alex par le prof héritier Milengue. Je pense qu'on va d'abord aller avec la question du professeur, du docteur Gérard Imani, et qui a été adressée bien sûr au docteur Hag. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que les docteurs, est-ce qu'ils nous écoutent? On ne sait pas. Pour répondre à la question du Monsieur Gérard Imani. So I'm not sure to clearly understand the question. So the question is, so is there a national framework for identifying OECMs? Is that right? Yeah. Do you have national policies to manage the MCA? This is the question, So, please. yeah, so nowadays we try to make the integrate the approach. So one of the approach is to make the manuals, which is applying the order of persons that could be accessed. That is one way to integrate the approach.
And second one is we developing the 30 by 30 roadmap at the national level. So we collect some opinions from the various government bodies and various stakeholders. So through the forum meeting and some of the public workshops, etc. So if we finish the 30 by 30 roadmap, so that the roadmap could include the national action plan for identifying OECMs that provide some kind of the national framework to identify the OECMs. Voilà, je pense Could it be the Professor answer Hell. your questions? Yeah, Prof, Docteur Gérard, Imani, je pense les docteur a répondu à votre Merci, j'ai bien question. suivi. Voilà. Merci beaucoup. Thank you so much, Dr. Hill, for your answer. And Dr. Gérard has captured the answer. Merci. Il y avait une autre question où il fallait Is une there any further précision. questions? No, for now, there is no any other question for you, but in case we are going to communicate to you. Ah, voilà. La Could you question repeat était... again the another questions? Ok, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour le docteur Hill. On attend. S'il y a une autre, on saura comment l'informer. Mais Oui, dans Eliott, les... je pense qu'il y a une question du docteur Charles Doumenge qui vient d'être présentée sur le chat. Ah oui, oui. Oui, ok. Il y a une autre question. Il dit, the question is in English. The process of identifying OCMs in Korea seems well organized and led by the government. But I'm not sure about the participation and contribution of the local stakeholders. Can you elaborate a bit on that? So, yeah, so that's the question from Charles Dumenge. So, Dr. Ho, can you elaborate on this? Is the question clear? Allô, on ne sait pas si docteur est avec nous. Heo, s'il est avec nous, il y a la question. Donc, on combine toutes ces questions, comme ça, on va aller à d'autres questions qui concernent d'autres panélistes. Est-ce que, Dr. Heo, are you online? Yes, this is Young speaking. Okay, So there is a I'm question for you. I'm not clear the another questions. Okay, the So second I'm question supposed is to this. answer any questions? Okay, yes, let me read it for you. Please repeat again the questions. Okay, okay. He says that the process of identifying OECM in Korea seems well organized, but he wanted to know if you can elaborate a bit on this. Like it's he says it's organized by the government, but he's not sure about the participation and contribution of the local stakeholders. How do local stakeholders contribute to this question of OCMs in Korea? Yes, hello, Dr. Hell?
On pense que peut-être la connexion, il y a un petit souci de son côté. On ne sait pas. Mais la question est claire. Est-ce que les parties prenantes, les parties prenantes participent aussi? Comment ils contribuent à la question des OCM en Corée? Voilà. Yeah, so I saw the questions. Yeah, so my colleagues sent to me the questions. So thank you very much. So the question is the extent of the potential OECMs. So we identify around 30 types of potential OECMs in Korea. The areas are huge areas. So if without I'm not sure the duplicated areas, how much duplicated or not. So regarding these duplication areas, we probably reach the 30% of we can reach the 30 by 30 target if we identify all of the potential OECMs in Korea. So that's the interim result of the identifying OECMs, potential OECMs. So we try to set up the separated target. So 20% of protected areas by 2030 and 10% of the OECMs by the 2030. So totally 30%. I mean the territorial areas. So could be achieved if we identify whole potential sites. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Dr. Hale, for the answer. And I think, je pense que le concerné a bien capté la réponse, Monsieur Charles Domingue. Est-ce que la réponse était claire par rapport à la contribution des autres parties prenantes au niveau local? Yes, Dr. Heo, thank you for answering the second part of my question on what you anticipate to have as a protected area on the same coverage. But I had also a first question, and I didn't catch if you. Yeah, so you mean the level of the participation? Yeah, about the participation. Yes, of during local this stakeholders. process. Okay. Is it right? Yeah. Okay, merci beaucoup, Dr. So Heo, we pour have l'éclaircissement. some members, representative of stakeholders, yeah. Voilà, il y a les membres de quelques parties prenantes qui participent aussi, pas seulement les gouvernements en Corée. Voilà, ça c'est un peu clair. On va revenir à la question qui a été posée par les professeurs héritiers qui voulaient savoir la superficie. Mais merci beaucoup à M. Arcel pour la précision. Arcel Bamba de GIZ qui nous a bien sûr donné la superficie ou avec précision des CFCL dont le professeur fait mention. Merci beaucoup. Et c'est pas le professeur héritier, c'est bien clair? J'avais une autre question, cher Eliud, si possible. So if you have any other further questions, please email me. So. Oui, le professeur, le docteur Heo dit que s'il y a quelques autres questions, il va donner son adresse mail. Vous pouvez l'envoyer un mail. Je pense qu'il va mettre ça dans le chat pour que vous puissiez lui poser beaucoup d'autres questions par rapport à comment on identifie les OCM en Corée et comment on les gère. Voilà. S'il vous plaît, prof héritier, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas. Oui, je disais que je voudrais revenir sur le statut des APAC en RDC, hein, si possible. Je ne sais pas si Alex est encore en ligne. Alex n'est pas en ligne, mais il y a M. Arcel qui a vraiment répondu, Arcel de GIZ, qui a donné une précision de réponse. Merci beaucoup à ça.
Et Oui, il justement, en a, fait, moi, je voudrais revenir sur cette sécurisation foncière des APAC en RDC, parce que Alex, dans sa présentation, il a été précis. Il a dit que certaines APAC, n'est-ce pas, pour leur sécurisation, ont opté pour le statut de CFCL. Mais des fois, quand ah, on fait des rapports, n'est-ce pas, sur le mode de gestion de ces aires de conservation, alors on ne sait pas, pour ces APAC qui ont le statut de CFCL, est-ce qu'il faut les considérer comme des APAC ou il faut les considérer comme des CFCL? Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pour ces statuts et ça ne pose pas de problème. C'est des APAC toutes faites. Mais pour ces APAC-là qui jouissent du statut de CFCL, comment les considérer? Est-ce qu'il faut les considérer comme CFCL ou continuer à les considérer comme APAC? C'est ça, en fait, le petit souci que j'avais. Hein. Je voudrais quand même qu'on échange avec les amis du consortium APAC en RDC sur ce sujet. Merci. voilà. Merci, docteur. Merci beaucoup à Prof. Héritier pour la question. Je pense comme nous avons l'adresse mail de Monsieur Alex, ça sera toujours un moment de lui réserver cette question et on va l'envoyer la question. Ce sera bien de formuler ça et de nous l'envoyer. Comme ça, on devra transmettre cette question pour une réponse bien précise. Je pense, oui, oui, ça va marcher comme ça. Il y a l'adresse mail du docteur Heo sur le chat du Corée. Si vous voulez vraiment prendre contact avec lui ou bien lui poser d'autres questions par rapport aux OCMs en Corée, c'est une occasion de prendre son adresse mail et bien sûr de l'écrire. On ne sait pas s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez encore une question, comme on court derrière le temps déjà, on a encore, peut-être on va prendre encore quelques questions, juste 2 ou 3 peut-être, et puis on va devoir clôturer la session. Mais si vous avez encore une question, en tout cas, sentez-vous libre de poser la question. Il y a la main du docteur, professeur Héritier qui est toujours levée. C'est pas... Ah, voilà. Il a baissé la main. Donc, s'il y a encore des questions, en tout cas, nous sommes prêts à prendre 2 ou 3 questions. Alors, Eliot, je peux placer un mot par rapport à sa préoccupation? Oui, bienvenue. Merci, c'est bien, en tout cas. C'est bien pour l'éclaircissement de la question du professeur Héritier. Merci, Arcel. Merci et Oui. bienvenue. OK. Merci beaucoup, professeur, pour la préoccupation concernant le statut des CFCL qui est utilisé actuellement par quelques-unes des APAC. En réalité, c'est le souci majeur des communautés locales et peuples autochtones de voir leurs terres sécurisées contre toute menace. Et dans la législation actuelle, le terme APAC ne figure encore nulle part. Et voilà pourquoi, dans cette configuration-là, il était sage pour les institutions qui accompagnent les peuples autochtones et les communautés locales d'envisager par quelle voie passer pour avoir ne fût-ce qu'un titre qui reconnaît assez que cette terre-là appartient au peuple autochtone. Et la première voie qui s'était offerte, c'est celle de concession forestière des communautés locales. Parce que par la foresterie communautaire, il était reconnu qu'une communauté peut disposer de sa terre et elle peut avoir le titre sous certaines directives du ministère ou des services attitrés. La communauté avait le droit de gérer leur terre ou leur espace pour le bien de la communauté et pour ainsi se protéger contre toute menace externe de différentes natures qui viserait l'exploitation illicite de leurs ressources. Voilà pourquoi il y a eu des initiatives qui ont fait à ce que certaines APAC soient d'abord puissent rechercher ou puissent acquérir le titre de concession forestière des communautés locales. Mais actuellement, on est en train de réfléchir au regard de toutes les avancées qu'il y a eu dans la législation congolaise. On est en train d'exploiter la piste par rapport à la loi 14
qui a été élaborée depuis 2014. Et dans cette loi-là, il est reconnu qu'il peut y avoir plusieurs types d'aires protégées, entre autres les aires protégées d'intérêt national qui sont gérées par l'ICSN, mais aussi on reconnaît dans cette loi que ou bien les provinces et les entités territoriales peuvent avoir leur propre aire protégée d'intérêt local. Et pour ces aires protégées-là, la gestion sera assurée par une institution qui sera créée et qui aura la charge de gérer les aires protégées d'intérêt local. Et c'est à ce titre-là, considérant que dans la même loi, on reconnaît aussi que les communautés et même les privés peuvent créer leur aire protégée. Et c'est à ce titre-là qu'on est en train de réfléchir sur un document d'arrêté qui est déjà presque fini, un arrêté qui viserait la sécurisation des APAC comme étant des initiatives de protection assurées par la communauté. Ça, c'est une des voies, considérant que les APAC, ce sont des espaces qui sont gérés, mais aussi sur lesquels certaines mesures de gestion concourent à la protection de la biodiversité parce qu'il y a des règles traditionnelles qui interdisent aux gens d'accéder telle part, de faire telle activité, de ne pas toucher à telle ressource, de ne pas détruire tel écosystème. Donc, ça constitue une aire protégée. Et voilà pourquoi dans ce draft d'arrêté ou bien la proposition d'arrêté qui est élaborée, elle est d'abord basée par rapport à la loi 14 pour que les APAC puissent être reconnus comme étant des aires protégées d'intérêt local ou d'intérêt provincial. D'autre part, on est en train d'analyser aussi une autre voie, parce qu'en RDC, actuellement, il y a un processus de réforme légale qui se réalise. Il y a plusieurs lois. On a eu récemment, l'année passée, la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Dans cette loi aussi, il y a plusieurs mesures d'application qui sont édictées ou qui sont proposées. Et parmi ces mesures d'application, il y en a qui promeuvent la protection des droits des peuples autochtones au niveau de leurs ressources, au niveau des terres sur lesquelles ces peuples-là se retrouvent. Et là aussi, c'est encore une voie, on s'est dit, si on doit élaborer des mesures d'application de la loi 22/030, il y a lieu aussi qu'on puisse trouver une brèche à travers laquelle les APAC peuvent être protégés. Et les réflexions continuent toujours par rapport à la loi foncière, par rapport aussi à la loi sur l'aménagement des territoires. Donc là, c'est un chantier qui est assez vaste, qui pourrait conduire à ce que, au bout, que le terme APAC soit d'abord reconnu comme étant non seulement un terme international, mais qui est aussi réel en RDC. Il y a des espaces qui appartiennent aux peuples autochtones et qui sont gérés à travers les règles traditionnelles et qui contribuent à la conservation de la biodiversité. Et comparativement, par rapport à toutes ces lois-là, on pourra arriver à avoir un texte qui reconnaîtra qu'il y a des espaces qui sont gérés par des règles traditionnelles et qui contribuent à la conservation et qui sont aussi reconnus maintenant officiellement comme étant des espaces protégés. Voilà ce que je pouvais placer comme mot. Merci beaucoup, cher Marcel. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Arcel, pour l'éclaircissement. Je pense que le professeur héritier est satisfait. Merci en tout cas pour cette réponse et de grandes précisions. On ne sait pas s'il y a encore une question ou quelqu'un a encore une intervention, parce qu'on a seulement 5 minutes peut-être pour aller à la fin de ce webinaire, mais on va peut-être récolter une ou deux autres questions, peut-être une question ou deux, ça dépend de celui qui va la poser parce qu'il y a toujours moyen de laisser aussi les questions dans le chat, on peut toujours les transmettre aux panélistes ou bien ils peuvent faire comme le professeur Heo et mettre l'adresse mail pour que peut-être les questions peuvent venir après. Voilà. Donc, comme il y a
s'il n'y a pas de questions, pour moi, mais moi, j'aimerais vraiment avoir une question moi-même pour Monsieur Adrian, qui a montré qu'il y a 70% d'espèces sauvages qui sont hors des aires protégées au Kenya. Voilà, ça c'est très intéressant. Et qu'est-ce que lui il pense peut-être on peut faire pour ça? Et comment est-ce qu'on va créer des océans partout? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va créer des aires protégées partout? C'est vraiment beaucoup de questions. Et il peut ne pas répondre maintenant, mais c'est une préoccupation et je pourrais la poser d'un moment à l'autre. Alors, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions maintenant, on va devoir clôturer ce webinaire, mais on va voir si on aura M. Daniel avec nous. Voilà. On me signale que Daniel... Voilà. Oui, Oui. Monsieur Daniel, merci beaucoup à tout le monde. On va prendre Daniel pour le discours final et clôturer, bien sûr, ce webinaire. Chers participants, merci beaucoup encore une fois de plus pour votre présence. Nous avons vraiment beaucoup apprécié votre intérêt et votre engagement, mais aussi votre participation nous a donné beaucoup de force et nous avons appris beaucoup les uns des autres. En fait, comme vous le savez, vous venez de le constater, il y a beaucoup d'opportunités d'améliorer la situation de la conservation à tous les niveaux, mais aussi c'est un grand défi à relever. L'évaluation sera faite d'ici à 2030, mais les efforts qui sont déjà fournis sont encourageants, mais beaucoup reste encore à faire. C'est-à-dire que la participation de tout le monde est vivement souhaitée et attendue pour que finalement, ensemble, comme un seul homme, nous puissions joindre nos efforts, nos énergies, nos compétences, nos moyens, nos technicités pour arriver à atteindre cet objectif de 30 x 30. Cette fois-ci, les choses ont été envisagées autrement. Comme vous le voyez, les plans d'action stratégiques qui, avec les 20 objectifs, nous a appris beaucoup et nous a amené à changer de paradigme. Donc aujourd'hui, il y a un cadre de suivi du cadre mondial et actuellement, on est en train de travailler au niveau international sur les indicateurs, notamment de la cible 3, qui vont nous permettre de voir les avancées que nous avons réalisées ensemble pour atteindre cet objectif. Cet objectif pour la planète et pour le bien-être des communautés, surtout que cette initiative va mettre un point spécial sur les peuples autochtones et les communautés locales, les groupes de jeunes et de femmes, afin de valoriser leur travail qui concourt à la conservation de la biodiversité. Une fois de plus, je tiens à remercier tous les participants qui se sont disponibilisés. Vous savez que la plupart du temps, même la connexion pose problème, parfois les décalages horaires, mais votre participation a été qui montre que nous sommes sur la bonne voie. Merci aux organisateurs des webinaires, que pas la dernière fois et qu'on a besoin d'apprendre davantage de cette thématique qui est en évolution. Et merci aussi aux différents intervenants de cette activité. Merci aux interprètes qui ont fait un travail excellent et grâce à qui on a bien communiqué. Et merci à tous les partenaires techniques et financiers. Merci à tout le monde. Ici, comme vous le voyez, tout le monde est mobilisé. Par exemple, venez de s'ouvrir le sommet des 3 bassins ici au niveau de l'Amazonie. Et bientôt, là, il y a d'autres travail. Il y a d'autres groupes de travail qui vont se tenir à Genève, notamment sur les peuples autochtones et sur le partage des avantages découlant de l'utilisation durable des ressources génétiques.
Et après, on est en train de préparer la COP28 sur le climat. Et tout ça, c'est pour mobiliser les gens, notamment autour de cet objectif. Donc, je vous souhaite, en tout cas, une très belle journée pour le reste de la soirée pour les uns et une journée pour les autres. La matinée aussi pour les autres. Et merci à tous les partenaires, même de la Corée et tout le monde. Donc, sur ces faits, je peux même vous souhaiter bonne suite. Merci beaucoup à Monsieur Daniel pour la clôture officielle de ce webinaire. Et avant, peut-être qu'on se dise bye ou bien qu'on clôture définitivement ce webinaire, je vais demander à Madame Aïssa si elle a un mot à placer. Oui, merci beaucoup, Elliot. C'est vraiment de saluer la présence des agents des Nations Unies. On a eu la FAO, des staffs de l'UNEP, aussi quelques staffs de l'UICN qui se sont connectés, ils sont partis, ils ont suivi certaines parties, mais la FAO est restée tout le temps qu'on a fait les présentations, aussi UNEP, aussi le Centre mondial de monitoring qui est à Cambridge, notre partenaire avec qui on a organisé les dialogues, c'est également de saluer la présence des partenaires et toutes ces personnes qui sont restées depuis le début. C'était plus que ce qu'on avait prévu, mais les participants sont restés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'il y a une passion pour ça et que les gens prennent le temps quand c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssa, et merci à tout le monde. En tout cas, nous vous remercions encore une fois pour votre disponibilité et surtout pour l'intérêt, comme Aïssa l'a dit. S'il y a encore des questions, en tout cas, il y a des mails, vous pouvez toujours les envoyer et les questions seront répondues d'une manière ou d'une autre. Nous disons merci à tous les organisateurs comme la GIZ, les partenaires GIZ et aussi au consortium ICA et à tout le monde, les gens de ANAPAC et à tous ceux qui se sont vraiment disponibles pour cette opportunité. On va garder contact dans les mails et s'il y a des questions et vraiment nous comptons sur vous et merci encore une fois de vous disponibiliser toujours. Et je peux dire bye à tout le monde et bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et bonjour Bye, à bye. tous ceux-là qui sont en train de se réveiller. Voilà, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. OK, au Merci, revoir. Elliot. Merci. Salut, Daniel. Thank you. Bye. Thank you, Adrian. Adrian, I need your email address. I'll post it. Thank you. Kindly post it.